On a toujours imaginé que la musique, c'était ce fil invisible qui reliait les foules, la bande-son commune des étés et des nuits blanches. En 2025, ce fil ressemble plutôt à un câble usé qui grésille sous la pluie. Chacun vit dans sa bulle sonore, casque vissé, playlist algorithmique calibrée pour ne jamais croiser celle du voisin. Il n'y a plus de refrain universel qui s'impose sur les plages, de hits qui s'invitent de force dans vos voitures coincées dans les embouteillages. Le dernier souvenir collectif que tu as peut-être, c'est une vidéo TikTok vieille de 3 semaines. Et encore, elle ne t'a pas marqué parce qu'un ami te l'a envoyée dans un groupe WhatsApp avant de disparaître dans le silence des notifications muettes. Pourtant, au milieu de ce morcellement, certains savent encore créer un moment qui oblige tout le monde à tourner la tête. Un de ces instants où la conversation dépasse les bulles privées et s'installe dans le bruit ambiant. Taylor Swift vient de le faire avec l'annonce de son nouvel album The Life of a Showgirl, et peu importe que tu sois fan ou non, tu as entendu la nouvelle. Pas dans un communiqué officiel ou dans une couverture de magazine, mais dans un podcast de NFL. Comme si c'était une confidence lâchée entre deux blagues de vestiaire. Un geste qui n'a rien d'improvisé, évidemment, c'est une leçon de marketing et de direction artistique déguisée en moment spontané. Et ce genre de coup reste rare dans une industrie où, pour la plupart, la sortie d'un titre ressemble à un post Instagram que l'algorithme enterre après 10 heures. Ce qui nous amène à la question qui plane sur tout l'été. Si même les mégastars doivent inventer de nouvelles manières de nous fédérer autour de leurs chansons, qu'est-il arrivé à la chanson de l'été? Pourquoi ne partage-t-on plus ces hymnes collectifs qui semblaient indestructibles? Et surtout, qu'est-ce qui remplit vraiment nos playlists quand le monde autour part en vrille? Pour over the fast, stirring some shade. Cappuccino and croissant, where culture tastes strong. Sip the truth, bite the lies, and keep the sugar gone. Cappuccino and croissant, breakfast for your brain. Cappuccino and croissant, where culture tastes strong. Sip the truth, bite the lies, and keep the sugar gone. Cappuccino and croissant, breakfast for your brain. 1000 façons d'annoncer un nouvel album. La plus ennuyeuse, un communiqué de presse aseptisé envoyé à minuit à des journalistes qui baillent. La plus risquée, lâcher l'info dans un format inattendu, là où personne ne t'attend. Sauf si tu t'appelles Taylor Swift, que tout le monde t'attend partout, et que tu sais parfaitement transformer un moment personnel en événement culturel. Le 12 août 2025, Taylor Swift choisit le terrain le plus improbable, et donc le plus efficace, pour dévoiler son 12e album, The Life of a Showgirl, pas sur une scène de remise de prix, pas dans une interview télévisée, mais dans New Heights, le podcast NFL animé par Kels, son compagnon, et son frère Jason. Un univers a priori à des années-lumière des pages culture de Rolling Stone. Résultat, la planète pop s'embrase, le site officiel de Swift tombe sous les connexions, et les réseaux sociaux s'emplissent d'orange avant même que la moitié des auditeurs ne finissent l'épisode. Le choix de ce canal n'a rien de hasardeux. Depuis le début de sa carrière, Swift maîtrise l'art de la surprise planifiée. Mais ici, elle franchit un palier. Elle intègre sa vie privée dans la mécanique de lancement, brouillant la frontière entre l'intime et le stratégique. C'est du marketing émotionnel à haute valeur ajoutée. Le public ne reçoit pas seulement une information, il assiste à un moment authentique qui fait partie intégrante de la narration de l'album. Et cette narration est savamment verrouillée. Dans le podcast, elle annonce The Life of a Showgirl, 12 titres sortis prévus le 3 octobre 2025. Pas de titres vagues, pas de zone de flou. Elle sait que la précision nourrit la frénésie. Chaque donnée devient un point d'ancrage pour les fans qui se transforment instantanément en relais promotionnel. Ce lancement s'inscrit dans une stratégie chromatique et visuelle limpide, l'orange. Depuis plusieurs semaines, la couleur envahit ses apparitions publiques, robes, accessoires, détails de scène. Au moment de l'annonce, l'Empire State Building s'illumine en orange. Spotify personnalise son interface pour l'occasion. Google s'amuse avec des clins d'œil visuels et une poignée de grandes marques, United Airlines, Olive Garden, Shake Shack, McDonald's, X, Twitter, adoptent temporairement la teinte, transformant cette couleur en signal universel d'une nouvelle ère Swift. Ce n'est pas juste une charte graphique, c'est un marqueur social. Porter de l'orange dans certaines communautés en ligne devient un signe d'appartenance. Sur le plan musical, Swift ménage le suspense, mais distille des repères rassurants. Elle retrouve Max Martin et Shellback, deux producteurs clés de ses plus grands succès, Blank Space, Shake It Off, garantissant un socle pop solide. L'absence totale, Jacques Antonoff, pilier de ces dernières ères, n'apparaît pas au générique. Cette rupture alimente déjà les débats sur l'orientation sonore de l'album. Elle confirme également une collaboration avec Sabrina Carpenter, un choix qui aligne la sortie sur le public Gen Z.
Et un cover inattendu de Father Figure de George Michael. Clin d'œil à la pop des années 80. Ce mélange de continuité et de nouveauté permet à la fois de fidéliser et de titiller. La direction artistique, elle, se redessine à travers un imaginaire clair. Cabaret, strass, paillettes, glamour un peu rétro, avec une pointe de mélancolie. Les premières images officielles montrent Swift dans l'eau, évoquant des références littéraires et picturales. Une, une Ophélie modernisée. Mais aussi le spectacle de revue et la figure de la showgirl américaine. Ce n'est pas seulement un univers esthétique, c'est une promesse narrative. Chaque visuel, chaque référence prépare l'auditeur à un récit en 12 morceaux, à un album qui s'écoute autant qu'il se regarde. Les chiffres confirment l'impact. Dans les 24 heures suivant l'annonce, l'audience du podcast New Heights grimpe de 3000% au total, et de 618% chez les femmes, une statistique inédite pour un programme NFL. Les extraits liés à Swift sont repris en boucle sur YouTube, TikTok, X et autres plateformes avec des millions de vues cumulées. Les précommandes de l'album explosent, dopées par des éditions physiques collector alignées sur le code couleur orange et le thème Showgirl. Dans un marché où les ventes physiques se font rares, Swift continue à imposer un modèle hybride où l'objet est aussi important que la musique. Derrière ce coup, il y a une leçon. Dans un paysage saturé, créer un moment fédérateur demande plus qu'une chanson forte. Il faut un écosystème narratif complet, visuel, contextuel, émotionnel. Swift ne se contente pas de lancer un album, elle construit un événement qui existe avant même qu'une note ne soit entendue. Et elle le fait dans un espace qui, jusque-là, ne lui appartenait pas, un podcast sportif. Mais qu'elle investit pleinement, redéfinissant les frontières médiatiques. Cette capacité à détourner un canal de communication pour en faire un levier culturel est l'un de ses atouts les plus redoutables. L'opération prouve aussi que l'album peut encore être un moment culturel partagé, à condition de comprendre que ce moment ne naît pas de la sortie seule, mais de l'anticipation et de la mise en scène qui la précède. À une époque où la plupart des artistes lâchent leurs titres dans un flot continu et interchangeable, Swift orchestre un compte à rebours où chaque étape, couleur, lieu, déclaration, alimente un récit global. Elle ne vend pas seulement des chansons, elle vend un chapitre entier d'un univers en expansion. Et il est tentant de réduire ces stratégies à une mécanique de fanservice ou un calcul marketing froid. Ce serait oublier que Taylor Swift est aussi une architecte de son image, qui joue sur plusieurs tableaux à la fois. La proximité apparente, annoncée dans un espace intime comme un podcast, et la monumentalité visuelle, illuminer un gratte-ciel, le détail précis, 12 titres, pas un de plus, et l'imaginaire vaste, la showgirl comme une figure mythique. Le mélange de maîtrise et de jeu narratif est ce qui lui permet d'être à la fois omniprésente et constamment renouvelée. En choisissant un lieu inattendu pour une annonce millimétrée, en déployant une identité visuelle forte qui infiltre un espace public, et en construisant un univers qui déploie avant même la musique, Swift rappelle une vérité que beaucoup ont oubliée. Dans la pop culture contemporaine, la musique est autant une affaire de contexte que de contenu. Et tant que d'autres artistes n'auront pas compris cette équation, il y a fort à parier que, même dans un monde sans chansons de l'été, elle continuera à créer des moments que tout le monde reconnaît, même ceux qui ne jurent ne pas l'écouter. Fut un temps où la chanson de l'été n'était pas un concept marketing mais une évidence culturelle. Tu ne l'élisais pas, tu la vivais. Elle débarquait en mai ou en juin, s'installait sur toutes les radios, envahissait les bars de plage, les boîtes, les mariages qui ressemblent à des boîtes, les boîtes qui se prennent pour des mariages. C'était l'époque où un refrain comme Despacito, Call Me Maybe ou Bloodline pouvait traverser les frontières et mettre tout le monde d'accord. Du chauffeur de taxi au DJ d'Ibiza, en passant par ta tante qui ne parle pas italien mais sait chanter le refrain par cœur. En 2025, ce phénomène a disparu. Pas disparu faute de chansons accrocheuses, mais dissous dans un océan d'algorithmes et de micro-tendances qui ne durent pas plus d'un week-end prolongé. Ce constat ne vient pas d'une nostalgie mal placée, mais d'analyses sérieuses, comme celle publiée par Wired cet été. Le magazine explique que la chanson de l'été est morte pour une raison simple, la fragmentation extrême des goûts et des circuits de diffusion. Là où la radio et MTV imposaient jadis une poignée de titres omniprésents, Spotify, TikTok, YouTube et autres plateformes personnalisant déformer l'expérience musicale au point où chacun vit dans sa bulle auditive. Résultat, au lieu d'un hymne commun, nous avons des centaines de micro-hymnes qui explosent dans des niches précises, puis disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. L'algorithme est coupable, mais aussi complice. Coupable parce qu'il ne cherche pas à créer du commun, seulement à te garder captif en te servant ce que tu es censé aimer. Complice parce qu'il alimente ton plaisir immédiat avec des sons calibrés pour ton profil, qu'ils soient issus d'artistes internationaux ou d'inconnus qui a uploadé un banger depuis sa chambre. Comme moi, vous pouvez aller écouter mes albums.
termine la parenthèse. Sur TikTok, un son peut générer des millions d'utilisations en quelques jours, puis s'évaporer, remplacé par un mime musical. L'échelle du temps, du succès, n'est plus la saison, mais la semaine. Cette volatilité change tout. Avant, un tube de l'été bénéficiait d'un cycle médiatique complet. Sortie, montée en puissance, saturation, déclin, puis recyclage nostalgique quelques années plus tard. Aujourd'hui, un son viral peut atteindre le pic de saturation en 72 heures, avant même que la moitié du grand public ait eu le temps de l'entendre. Et quand une chanson a déjà fait le tour sur TikTok, il devient presque impossible de la faire exister ailleurs sans provoquer une fatigue prématurée. Autre facteur, la production massive. Le streaming a ouvert les vannes à un volume de sorties inédit. Selon les données de Luminate, environ 120 000 nouvelles chansons sont mises en ligne chaque jour sur les plateformes. Dans ce flot, la concurrence est telle que même les majors peinent à imposer un titre sur la durée. Là où un Get Lucky pouvait régner sur tout un été en 2013, un hit de 2025 doit se battre pour survivre au-delà du mois de sa sortie. Ce phénomène n'est pas totalement nouveau. On en voyait déjà les signes dès la fin des années 2010 avec des chansons de l'été qui variaient selon les pays, les communautés ou les plateformes. Mais en 2025, la rupture est nette. Il n'y a plus de consensus global. Et même quand un titre semble émerger, il reste cantonné à une sphère. L'exemple récent du Jet to Holiday Song, devenu un mime géant au Royaume-Uni grâce à TikTok, illustre bien le problème. Un énorme buzz local, mais un impact quasi nul à l'international. La disparition de ce rituel musical pose une question plus large. Qu'est-ce qu'on perd quand on perd une chanson de l'été ? La réponse tient en un mot, le lien. Un tube commun, c'est un langage partagé. C'est le moment où en soirée, les gens se lèvent pour chanter le refrain ensemble, où un morceau devient une bande-son implicite d'une période de vie. Sans cela, la musique reste un plaisir individuel, mais elle ne construit plus les mêmes souvenirs collectifs. Pourtant, paradoxalement, certaines mégastars continuent d'arriver à provoquer ces moments, même si ce n'est plus par le biais de tubes de l'été au sens traditionnel. Taylor Swift, par exemple, comme on en a parlé juste avant, crée encore des événements musicaux qui rassemblent au-delà des bulles algorithmiques, comme on l'a vu avec l'annonce de Life of a Showgirl. Beyoncé avec Break My Soul ou Bad Bunny avec ses albums massifs ont eux aussi réussi à imposer des rendez-vous communs. Mais ces moments ne reposent plus sur un titre unique qui domine la saison. Ils s'appuient sur une stratégie plus large, un univers visuel, narratif et marketing qui dépasse la chanson elle-même. Les conséquences de cette mutation sont intéressantes pour l'industrie. D'un côté, la diversité des goûts et la personnalisation accrue donnent une visibilité à des artistes qui n'auraient jamais percé à l'ère des radios, FM toutes puissantes. De l'autre, l'absence de ces moments musicaux fédérateurs affaiblit la dimension culture commune de la pop. Ce n'est pas un hasard si, dans ce vide, on voit émerger d'autres formes de rituels collectifs. Des tournées événements comme Eras Tour ou Renaissance World Tour, des festivals de niche qui deviennent des pèlerinages, ou des challenges viraux qui remplacent la chorégraphie unique d'un hit universel. Le phénomène a aussi un impact psychologique. La chanson de l'été, par sa répétition et sa surexposition, crée un sentiment de stabilité, un fil rouge sonore qui accompagnait la saison. Dans un contexte où tout change vite et où l'information circule à une vitesse vertigineuse, cette stabilité disparaît. On consomme la musique comme on scrolle un fil social, vite, intensément, puis on passe à autre chose. Et cette logique influence aussi la manière dont les artistes conçoivent leurs projets. Pensez à un titre pour qu'il percute dans les 15 premières secondes d'un TikTok plutôt qu'il tienne une rotation radio pendant 3 mois. Faut-il pour autant enterrer définitivement le concept ? Pas forcément. Certaines chansons parviennent encore à transcender les bulles, mais elles sont rares et souvent portées par des contextes exceptionnels. Un film, un événement sportif, un moment politique. La Coupe du Monde, par exemple, continue de produire des hymnes globaux, même si leur durée de vie reste courte. Mais dans l'ensemble, le tube de l'été tel qu'on l'a connu appartient à une époque révolue, celle d'avant la personnalisation algorithmique totale. Ironiquement, cette mort de tube universel ouvre aussi des espaces créatifs. Sans la pression de dominer la saison entière, les artistes peuvent se concentrer sur des niches, explorer des sons moins consensuels, viser la profondeur plutôt que l'omniprésence. La contrepartie, c'est que la musique devient un paysage de micro-communautés et que l'expérience collective se fragmente. Les souvenirs de demain ne seront plus liés à un refrain partagé sur toutes les ondes, mais à un son entendu dans ta playlist personnelle, ton moment précis. Ce qui n'a rien de moins précieux, mais qui sera pas commun. En 2025, il faut donc réécrire la définition de chanson de l'été. Ce n'est plus un titre qui appartient à tout le monde, c'est celui qui t'appartient à toi, mais qui, par un miracle algorithmique ou médiatique, pourrait aussi se retrouver dans les écouteurs de ton voisin. C'est un événement rare, presque accidentel, qui survit à la vitesse de l'information et parvient à franchir les murs invisibles de nos applications que nos applications dressent autour de nous. Et peut-être que le vrai défi des artistes aujourd'hui, ce n'est pas de créer le prochain Despacito, mais d'inventer un nouveau rituel musical capable de rallumer cette petite flamme collective qu'on allumait autrefois chaque été.
silk. Champagne drips, bodies on the brink. The room is spinning, the tension's tight. A secret pull hidden in the night. Dancing on the edge where control slips. A friend turns lover with a touch of lips. Heat of the moment, lost in the sway. A fire too wild to fade away. In the still of the night, your body meets mine. Moving together, lost in the time. Is this just a touch or something more? In this moonlit escape, we lose control. Eyes locked tight, the world fades away. A whisper, a sigh, nothing left to say. Is this just a game or a deeper need? A quiet surrender where we both lead. Dancing on the edge where control slips. A friend turns lover with a touch of lips. Heat of the moment, lost in the sway. A fire too wild to fade away. In the still of the night, your body meets mine. Moving together, lost in the time. Is this just a touch or something more? In this moonlit escape, we lose control. No need for words, it's all understood. A fleeting touch never felt so good. Wrapped in shadows, hearts beat as one. A pulse of desire till the rising sun. Still of the night, your body meets mine. Moving together, lost in the time. Is this just a touch or something more? In this moonlit escape, we lose control. We lose control. We lose control. We lose control. On a tendance à penser que la musique populaire suit un cycle simple. Des sons nouveaux émergent, les tendances se succèdent et le public se lasse avant de passer à la suite. Mais si on regarde les chiffres récents du streaming, un schéma plus complexe apparaît. Et il raconte une histoire qui dépasse la simple mode. En 2025, les deux genres improbables connaissent une croissance significative dans un marché saturé et globalement en ralentissement. La récession pop et la musique chrétienne gospel moderne. L'un évoque l'insouciance des années 2007-2012, l'autre puise dans un imaginaire spirituel millénaire. Mais tous deux remplissent la même fonction, offrir un refuge émotionnel dans une période où le monde ressemble de plus en plus à une notification d'alerte permanente. Les données de Luminate, via AP News, sont claires. Le streaming musical aux États-Unis a atteint un volume record au premier semestre 2025, 2,5 trillions de streams. Mais la croissance globale a ralenti à 4,6% contre 8% sur la même période en 2024. Dans ce contexte, les hausses notables sont rares. La récession pop affiche plus 6,4% de streams, portée par une génération qui redécouvre l'euphorie calibrée de morceaux comme Party in the USA, TikTok ou We Found Love. Quant à la musique chrétienne et gospel, elle connaît elle aussi une progression significative avec un public étonnamment jeune, environ 60% de femmes et près d'un tiers de millénials ou de Gen Z. La récession pop n'est pas un genre nouveau, c'est une capsule temporelle. On y retrouve les sonorités saturées, le refrain explosif et cette énergie hédoniste propre aux années qui précédaient la crise financière mondiale de 2008.
À l'époque, les tubes semblaient écrits pour des clubs, les fêtes étudiantes et les playlists sans fin sur iPod classique. Aujourd'hui, ce retour n'est pas seulement nostalgique, c'est une manière de recréer artificiellement une époque perçue comme plus légère. Ce n'est pas un hasard si ces sons refont surface dans un climat économique tendu. Ils sont l'équivalent musical d'un comfort food sucré, énergisant et légèrement artificiel, mais terriblement efficace. La musique chrétienne gospel moderne, elle, joue sur un tout autre registre émotionnel. On parle ici de productions souvent pop ou indie, avec des arrangements soignés, une image travaillée et des paroles centrées sur la foi, l'espoir et la communauté. Dans un monde où l'angoisse collective est devenue un bruit de fond constant, ces chansons offrent un sentiment de stabilité et de sens. Là où Récession Pop nous dit danse comme si c'était encore 2010, le gospel contemporain nous murmure tout ira bien, tu n'es pas seul. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est une réponse à une demande émotionnelle précise. Sociologiquement, ces deux genres semblent opposés. Dans les faits, ils se complètent parfaitement, comme une stratégie de coping collective. L'un nous replonge dans un passé idéalisé, l'autre nous projette vers une transcendance rassurante. Ensemble, ils tracent une carte des besoins psychologiques d'un public fatigué par l'accélération permanente de l'actualité. C'est d'autant plus frappant que ces genres progressent dans un marché où même les géants de la pop voient leurs chiffres stagner. Le succès de la récession pop se nourrit aussi de TikTok et des réseaux sociaux. Extraits de vieux clips recyclés en mimes, chorégraphies sur des refrains oubliés, challenges qui redonnent une seconde vie à des tubes pré-streaming. Ces réapparitions ne sont pas toujours orchestrées par les artistes eux-mêmes. Souvent, elles commencent par une utilisation aléatoire d'un extrait sonore qui se propage et relance l'intérêt pour le morceau complet. Et comme le streaming rend toute la discographie mondiale accessible instantanément, il suffit d'une tendance pour qu'un titre remonte dans les classements comme un bouchon de liège dans l'eau gazeuse. La dynamique du gospel moderne est différente. Elle repose sur un public plus engagé et plus fidèle, qui suit les artistes sur la durée et valorise les messages véhiculés autant que la musique elle-même. Cette cohésion s'est traduite par une forte présence en concerts, festivals spécialisés et événements communautaires, mais aussi par un bouche à oreille numérique très actif. Dans un univers musical dominé par les consommations éclairs, cette fidélité est très précieuse. Elle permet aux artistes de construire une carrière durable et de maintenir des chiffres solides sans dépendre exclusivement de la viralité. On pourrait croire que ce regain d'intérêt pour la foi musicale est un phénomène purement américain. En réalité, on observe des signaux similaires ailleurs. Au Royaume-Uni, des artistes indie intègrent de plus en plus les références spirituelles dans leurs textes. En Corée du Sud, certains groupes de K-pop sortent ponctuellement des titres au ton gospel ou inspirés par des harmonies chorales. En Amérique latine, le reggaeton et la musique inspirée par et la musique chrétienne, se croisent dans les collaborations inattendues. Cette hybridation reflète une évolution culturelle. La foi ou l'élévation spirituelle ne se présente plus uniquement dans un cadre liturgique, mais s'insère dans des formats pop mainstream. Du point de vue marketing, les deux tendances exploitent des leviers différents mais efficaces. La récession pop capitalise sur la nostalgie, qui est l'une de nos émotions les plus monétisables. Elle déclenche des souvenirs, donc une connexion émotionnelle immédiate, donc une réécoute répétée. Le gospel moderne, lui, mise sur l'identité et l'appartenance. Écouter un artiste, c'est affirmer des valeurs, donc renforcer le lien avec une communauté. Dans un cas comme dans l'autre, on dépasse la simple appréciation musicale pour entrer dans une logique relationnelle. Et c'est peut-être ça la clé. Dans un monde où la chanson de l'été commune n'existe plus, comme on l'a vu dans le segment précédent, les gens se retournent vers une musique qui leur offre autre chose que le buzz passager. La récession pop leur donne un refuge festif, le gospel moderne leur propose un refuge spirituel. Ce sont deux réponses à la même question. Comment continuer à trouver la joie ou de l'apaisement quand la bande-son de l'actualité est un vacarme anxiogène? Ironie du sort, ces tendances ne sont pas vraiment nouvelles. Elles étaient là en sourdine, attendant que le contexte leur redonne du poids. La différence, c'est qu'en 2025, elles ne sont plus des niches. Elles s'installent dans les playlists mainstream, s'invitent dans les recommandations et rivalisent en visibilité avec des sorties plus attendues. Leur succès dit quelque chose de plus large sur l'état de la culture. Nous avons moins besoin de nouveautés que de repères. Et parfois, ces repères se retrouvent dans un refrain qui sent le soda chaud et la sueur d'un dance floor de 2011, ou dans une harmonie chorale qui évoque la lumière au bout du tunnel. En fin de compte, ce que montrent ces chiffres et ces mouvements, c'est que la musique ne se contente pas de refléter l'air du temps, elle agit comme un instrument de régulation émotionnelle collective. Des artistes qui comprennent ça, qui vendent des paillettes ou des prières, ont une longueur d'avance. Et dans un paysage où tout est fragmenté, les bulles de nostalgie ou de spiritualité sont peut-être les derniers espaces d'un sentiment de communauté qui survit. Pas une communauté globale comme autrefois, mais une communauté assez solide pour tenir face au bruit du monde. Cappuccino and croissants, you got
3 histoires, 3 atmosphères et un même constat. La musique n'est plus ce terrain de jeu collectif qu'elle a été. Dans le premier segment, Taylor Swift nous a montré qu'il est encore possible de créer un moment fédérateur, mais seulement en bâtissant un écosystème complet, un mélange de marketing chirurgical, d'identité visuelle implacable et une narration pensée comme une série Netflix. Dans le deuxième, on a disséqué le cadavre encore tiède de la chanson de l'été, victime d'algorithmes qui nous servent des micro-hymnes à durée de vie réduite. Elle ne disparaît pas faute de talent, mais faute de terrain commun pour s'installer. Et dans le troisième, on a vu où se réfugie le public quand ce terrain n'existe plus, dans la fête recyclée des années 2010 ou dans les harmonies rassurantes d'un gospel contemporain. Deux façons de dire ça ira, même si on n'en est pas sûr. Ce qui se dessine à travers ces 3 tableaux, c'est un déplacement du rôle de la musique. Elle ne sert plus seulement à rythmer une saison ou à cristalliser un moment collectif, elle devient un outil de gestion émotionnelle à l'ère de l'hyperfragmentation. Les mégastars qui veulent encore provoquer l'unanimité doivent créer bien plus qu'un titre accrocheur. Les autres, eux, misent sur l'appartenance à une niche suffisamment forte pour résister à l'érosion rapide des tendances. Dans les 2 cas, la musique est autant une affaire de contexte que de contenu. Alors, est-ce qu'on doit se résigner à vivre dans un monde sans hymne commun, où chaque été se vit des bulles sonores étanches? Peut-être. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette absence ouvre aussi des espaces nouveaux, moins de consensus forcé, plus de liberté créative et des communautés plus intenses, même si elles sont plus petites. Ce n'est pas la fin du lien musical, c'est sa mutation. En attendant, chacun garde sa propre chanson de l'été, qu'elle soit née dans un podcast NFL, sur un dance floor imaginaire de 2010 ou dans la lumière feutrée d'une salle de culte. Et si tu veux vraiment recréer un moment commun, il reste toujours une solution. Mettre ton tube favori assez fort pour que le voisin l'entende. Avec un peu de chance, il saura chanter le refrain. Si tu as aimé cet épisode, sache que ça ne s'arrête pas ici. Capuchon et Croissant, c'est aussi un studio vivant. Mes livres, ma musique, mes interviews, mes coulisses, que je partage nulle part ailleurs. Tu veux prolonger la conversation, découvrir des histoires complètes derrière les sujets ou simplement soutenir la création indépendante, découvre mon univers via capcroissantmedia.com. Tu y trouveras mes projets, mes publications, mes épisodes et même mes moyens simples des moyens simples de contribuer à ce que cette voix reste libre. Tu peux aussi rejoindre ma communauté sur Patreon pour accéder au contenu exclusif, voter sur les prochains sujets et être dans la boucle avant tout le monde. Et si tu veux juste m'envoyer un petit café ou un cappuccino XXL, il y a mon lien PayPal Me parce que oui, même un petit geste peut changer la donne. Voilà, surtout que je ne suis monétisée nulle part. Pour la petite info. La pop culture n'est pas un spectacle passif. Alors viens t'asseoir à ma table, commande un croissant et faisons en sorte que ces discussions sortent de nos écouteurs pour entrer dans le monde réel. Allez, salut! The cup's dry, the croissant's gone, but the aftertaste is still strong. We've sifted the hype from the headlines, left the sparkle where it belongs. Cappuccino and croissant, your guilty pleasure with a sharper edge. See you next week, bring an appetite.